Bonne journée ramadanesque à tout le monde, chers élèves. J'espère que vous confinez bien. J'espère aussi que vous prenez soin de vous et de vos proches là où vous êtes. Je suis M. Ibrahim Al-Khader. Je vais vous présenter une séance de lecture ou bien d'étude de texte concernant le module de la boîte à merveille, à savoir le premier module, et qui s'inscrit dans le cadre du soutien scolaire. Le support sur lequel on va travailler, c'est un texte qui se situe au chapitre 8, de la page 155 jusqu'à la page 157, et qui commence de « Nous étions un lundi lorsque mon père, renonçant à ses habitudes, jusqu'à des œillets et des roses d'Ispahan ». Alors c'est parti. Donc le cours se présentera de la manière suivante. Nous avons dans un premier temps, ou bien dans un premier axe, travaillé sur l'identification de passage. Le deuxième axe portera également sur l'étude de ce texte, ou bien l'analyse proprement dite. Cette analyse, bien sûr, à travers cette analyse, on va essayer donc de travailler sur trois hypothèses de lecture que vous allez découvrir par la suite. Donc, on commence par l'identification de passage. Qu'est-ce qu'on entend par identifier un passage ou bien un texte? On se pose la question comment ce texte se pose à son lecteur, ou bien comment s'offre-t-il et quel est l'habillage de ce texte? S'agit-il d'un poème? S'agit-il d'une scène de théâtre? S'agit-il d'un tableau? S'agit-il d'une illustration? Donc, c'est comment le texte s'offre à son lecteur. Quel est l'habillage de ce texte? Bien sûr, le texte que nous avons, c'est un récit à la première personne, à savoir le jeu, plus un dialogue. Qu'est-ce qu'on entend par récit? Tout récit combine, rassemble, additionne narration et description. Narration, c'est bien sûr la relation des faits, narrer des faits, des actions ou bien des événements. Décrire, on décrit des objets, des lieux ou bien des personnages. Lorsqu'on décrit des personnages, ça devient un portrait. Donc, ce texte est un extrait de la boîte à merveilles. Quelle est la date? On peut se poser la question sur la date d'écriture de cette œuvre, sur sa date de publication, ou le siècle, ou bien la date des événements. Donc, pour la date d'écriture, c'est 1952, date de publication 1954, et le siècle, c'est le XXe siècle. La date des événements, ou bien époque des événements, c'est en 1921. Comment on a trouvé cette date? C'est la date de naissance de l'auteur, qui est 1915, plus 6 ans, l'âge de Sidi Mohammed, c'est-à-dire ça va donner 1921. L'auteur, c'est Ahmed Sfaroui, c'est un écrivain marocain, mais d'expression française, bien sûr. Les personnages ici de ce passage, on peut noter le narrateur tout d'abord, qui est Sidi Mohammed, âgé de 6 ans, le père, Ma'alem Abslam, et la mère, c'est Lalla Zoubida. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle la narration personnelle, c'est le jeu. Ou bien c'est un récit autobiographique, ou bien tout simplement une autobiographie. Qu'est-ce que c'est qu'une autobiographie? Nous avons le plein droit de poser cette question et d'apporter une petite définition. Une autobiographie, c'est un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu'elle met l'accent sur sa vie privée, plus précisément sur l'histoire de sa personnalité. C'est la définition que donne Philippe Lejeune dans son ouvrage intitulé « Le pacte autobiographique ». Qu'est-ce que c'est qu'une autobiographie ou bien un roman autobiographique? La position de l'auteur et du narrateur, ou bien la relation entre les deux. L'auteur, c'est lui-même le narrateur et c'est lui-même le personnage principal qui est Sidi Mohammed et qui est le jeu ici. Tout texte suppose bien sûr un contexte, des lieux et un temps. Donc, ce qu'on appelle les éléments situationnels pour situer notre texte dans le temps et dans l'espace, c'est bel et bien, nous avons donc la maison de Dar Chouafa qui se trouve à la ville de Fès, c'est au Maroc, et le temps, c'est le temps que nous avons dans le texte, c'est un lundi. Nous étions, le texte commence, ou bien le passage commence, nous étions un lundi lorsque mon père renonçant à ses habitudes.
La typologie textuelle ou bien le type de texte, c'est narratif descriptif. Donc, on combine ou bien on jongle avec la narration et la description. Narration, c'est les faits, les actions ou bien les événements. Description, c'est description des lieux, des personnages ou bien des objets. Le type de focalisation, c'est une focalisation interne puisque l'auteur, c'est lui-même le narrateur et utilise le jeu. Le registre littéraire, ce n'est pas le niveau ou bien le registre de langue, c'est un registre littéraire, ou bien on l'appelle tonalité ou bien le temps. Ça veut dire la même chose, c'est une tonalité lyrique. On arrive à la situation de passage. Qu'est-ce que c'est que la situation de passage ou bien la mise en situation? En quelque sorte, c'est un exercice ou bien c'est une partie d'un exercice que les élèves considèrent comme une bête noire. Bien sûr, si tu as un texte, cela suppose de faire appel à la mémoire de relever certains événements qui précèdent ce passage, bien sûr, et qui ont une relation avec le passage en question. Donc, le passage que nous avons, il se situe, ou bien il vient juste après la célébration de la fête d'Achoura, bien sûr. Il y avait un déménagement, c'est-à-dire un déplacement des écoliers du Msid vers un sanctuaire plus proche. Quelle était la cause? Bien sûr, c'est l'augmentation de la chaleur. Nous sommes en plein été. Bien sûr, nous avons le deuxième événement qui est le retour inopiné ou bien inhabituel du père. Donc, on peut lire dans ce passage que mon père, renonçant à ses habitudes, il est de retour à la maison, bien sûr, à cause de la mort de la mère de son employé qui est parti pour l'enterrement, bien sûr, et il a jugé qu'il est très important de revenir chez lui et d'emmener avec lui la Zubida au souk des bijoux pour lui acheter des bracelets soleil et lune. Troisième événement, et qui se situe dans ce passage, c'est le problème ou bien le dérangement du narrateur causé par la comparaison impertinente, bien sûr, qu'elle a essayé d'effectuer entre les bijoux et les fleurs, et qui a déclenché, bien sûr, un éclatement de rire de ses parents, ce que le narrateur n'a pas bien apprécié ou bien qu'il considère comme une réaction déplacée et qui n'est pas à sa place ou bien incommode ou inconvenable. On passe alors au deuxième axe qui est bel et bien l'étude de texte. Donc on a jugé utile de travailler sur trois hypothèses de lecture, à savoir la promesse du père, 1. 2. C'est les reproches du narrateur pour ses parents. 3. Le champ lexical est clair. Alors, si on veut travailler sur la première hypothèse de lecture, pourquoi ce choix de la promesse? Parce que Ma'al Abslam est de retour chez lui, bien sûr, et il a fait une promesse à sa femme. C'est aujourd'hui, il tient à sa promesse et il revient chez lui pour l'emmener au souk des bijoux pour qu'elle choisisse ses bracelets, bien sûr, tant souhaités par sa femme. Cela nous donne le plein droit de se poser la question sur les qualités personnelles de Ma'al Abslam et de déterminer ou bien d'expliciter la nature de cette relation conjugale entre lui et sa femme. Bien sûr, quelqu'un qui tient à sa promesse, c'est une valeur positive. Pour Ma'al Abslam, chose promise en quelque sorte, si vous voulez, chose faite ou bien chose due. Et cet acte en quelque sorte traduisait la nature de cette relation conjugale entre les deux partenaires et met en relief des qualités personnelles et des valeurs humaines peut-être à jamais perdues chez pas mal de personnes. Pour justifier ce qu'on vient de dire en ce qui concerne la promesse du Père, je cite le texte pour illustrer cela. Aujourd'hui, ajouta-t-il, j'ai l'intention de vous emmener tous les deux au souk des bijoux. Et s'adressant à ma mère, il continua, il y a longtemps que tu me demandes ces bracelets soleil et lune, c'est-à-dire or et argent, il est temps que je te les offre. Fin de la citation du passage. Donc, vous voyez que ceci traduit en quelque sorte ses qualités personnelles, ce comportement bien sûr, montre les valeurs positives humaines dont jouissait Ma'al Abslam
Donc c'est quelqu'un qui tient à sa parole et c'est quelqu'un qui respecte bien sûr ses promesses et ses décisions. Je vais m'arrêter un petit peu sur deux mots qui sont, c'est pas seulement deux mots qui sont écrits en italique, il y a le mot djellaba, il y a le mot haïk, il y a le mot fkih, mais il y a le mot soleil et lune. Bien sûr, djellaba, haïk et fkih, ce sont des mots qui renvoient à un contexte socioculturel marocain et qui donnent au texte une couleur marocaine en quelque sorte. Mais le mot soleil et lune, il existe, ces deux mots existent dans le dictionnaire, dans la langue française. Pourquoi les détacher de ce contexte, bien sûr, ou bien d'un contexte de ce passage plutôt? Pour dire que ces expressions sont utilisées par des personnes âgées, autrefois, pour caractériser ou bien pour parler des couleurs en quelque sorte et qui sont tirées ou bien puisées de la nature ou bien de la réalité, pour caractériser bien sûr. Oui, on est arrivé à la deuxième hypothèse, à savoir les reproches du narrateur pour ses parents. Pourquoi cette hypothèse? Pour la simple raison, c'est que le texte nous donne le plein droit de poser cette problématique ou bien cette relation entre les parents et leurs enfants. Le narrateur se trouve ici dérangé par l'éclatement de rire de ses parents à tel point qu'il est déstabilisé et il ne sait quoi faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter bien sûr ce comportement? C'est lorsqu'il a comparé les bijoux à des fleurs. Je cite la phrase du texte: les bijoux c'est beau comme les fleurs. Donc le narrateur n'a rien fait, il a effectué une comparaison qui remplit toutes les conditions et les critères et les paramètres d'une comparaison, parce qu'il y a le comparé et il y a le comparant, il y a l'outil de comparaison. Mais cette comparaison a été accueillie par un éclatement de rire de la part de ses parents, ce que le narrateur n'a pas bien apprécié ou bien n'a pas accepté ce comportement jugé incommode et qui n'est pas à sa place. Alors le narrateur reproche à ses parents ce comportement. Bien sûr, il a le plein droit, mais tout en restant quelqu'un de poli, c'est quelqu'un de respectueux, bien sûr, d'où l'utilisation de certains termes ou bien le choix de certaines phrases utilisées par le narrateur pour caractériser bien sûr ce comportement. Si je cite le texte, je trouvais leur réaction déplacée. Il a utilisé une autre figure de style ici, à savoir, pour ne pas violencer, c'est l'euphémisme. Qu'est-ce que c'est que l'euphémisme? C'est une figure de style qui consiste à atténuer, à diminuer le choc ou bien un énoncé brutal, un énoncé vexant et blessant. Donc il a choisi ces termes pour ne pas violencer, pour ne pas agresser, parce qu'en fin de compte, il reste ses parents. Nous avons aussi une autre phrase qui montre cela: un doute se glissa en moi sur la qualité de leur intelligence. Elle n'a pas dit stupide, il a dit qu'ils sont moins intelligents. Et c'est bel et bien une autre figure de style qui est l'euphémisme. Donc, qu'est-ce qu'il propose le narrateur? Il propose bien sûr d'être indulgent, il propose à ses parents d'être indulgent, d'être souple, d'être flexible, et si les enfants se trompent, voilà ce qu'il faut faire. Il faut que les parents soient bien sûr indulgents et qu'ils pardonnent bien sûr ce qu'ils ont fait. Je vais lire bien sûr ce que j'ai écrit sur cette hypothèse. Avant de partir au souk des bijoux, Sidi Mohamed se trouve dérangé et déstabilisé par l'éclatement de rire de ses parents lorsqu'il a comparé les bijoux à des fleurs. Si on veut apporter une explication à cet éclatement de rire, c'est-à-dire quoi? Le narrateur n'a pas trouvé d'explication. Mais pour nous, si on essaye de situer notre effort de compréhension, on peut dire qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu associer ou bien comparer les bijoux à des fleurs, parce que les bijoux, c'est cher, mais les fleurs, c'est pas quelque chose de cher. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas accepté cette assimilation, cette analogie, cette similitude ou bien cette ressemblance entre les bijoux et les fleurs. Donc c'est une comparaison, elle remplit toutes les conditions, tous les critères de la comparaison, bien sûr, mais ils n'ont pas compris cela. Bien sûr, c'est une réaction de leur part
qui a déstabilisé le narrateur. Je continue. Elle a qualifié leur réaction de déplacée et d'incommode, donc c'est un euphémisme. Certes, ce sont ses parents, mais selon le narrateur, ils doivent être indulgents et tolérants à l'égard de leurs enfants qui leur tiennent des propos niais, c'est-à-dire stupides, et ou puérils, c'est-à-dire enfantins. Alors, dans cette substitution des rôles, donc ici c'est le narrateur qui a pris le rôle des parents, qui cherche à les moraliser. Il cherche donc à les rééduquer en quelque sorte. C'est pour cela que j'ai essayé de dire que le narrateur qui s'arroge le statut d'éducateur, voire de moralisateur pour ses parents. Mais, bien sûr, tout en restant quelqu'un de respectueux et sans effronterie ou intimidation de ses géniteurs. C'est-à-dire sans être insolent, ou bien sans être agressif, sans être violent, ou bien les maltraiter, parce qu'en fin de compte, ce sont ses parents. Si on pousse l'explication un peu loin, un petit peu, le texte peut avoir une portée didactique, c'est-à-dire il nous enseigne quelque chose, il nous donne une leçon de morale. Quand est-ce que c'est lorsqu'elle met l'accent sur les problèmes que rencontrent les parents dans l'éducation de leurs enfants? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un problème ici qui s'oppose entre le respect des parents, la relation parent-enfant. Est-ce que ce sont des enfants respectueux, obéissants, ou bien ce sont des questions un peu violentes, agressives, ou bien qui s'en fichent de leurs parents, ou bien donc ici le texte peut avoir cette portée didactique. Et ça nous renseigne aussi, et on peut dire aussi une portée sociologique, ça nous renseigne sur le mode de vie, les valeurs sociales, humaines à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 1921, bien sûr, comment vivaient les Marocains. Un sociologue peut trouver quelque chose de très important, peut trouver un intérêt sociologique dans ce texte et nous renseigner sur le mode de vie, sur les relations, sur les rapports, bien sûr, entre les personnes, ou bien sur les rapports de production, si vous voulez. Voilà, on est arrivé à la troisième hypothèse, à savoir le champ lexical des fleurs. Pourquoi ce champ lexical? Parce que lors de ce geste du comportement des parents, qui est l'éclatement de rire, ce geste a déstabilisé le narrateur à tel point qu'il commence à se douter en quelque sorte de ses connaissances au niveau des fleurs. C'est-à-dire ce qu'il a vu lorsqu'il accompagnait son père sur les collines de Babrissa, ou bien ce qu'il a vu comme fleurs, comme plantes dans des terrasses. Donc on a jugé utile de relever ce champ lexical. On peut relever, comme vous pouvez le voir dans la diapositive, les soucis, les coquelicots, les marguerites, les liserons, les œillets, les roses d'Ispahan, et du géranium rosa. Ispahan, c'est une région en Iran. Peut-être que ce sont des plantes ou bien des fleurs qui sont importées de l'Iran. La Perse autrefois. Et en fin de compte, nous avons donc géranium rosa. Voilà, nous sommes arrivés à la troisième hypothèse. Et je tiens à vous remercier pour votre collaboration.